Vous êtes sur le point de découvrir certaines des rumeurs les plus troublantes de l'âge d'or d'Hollywood. Des fêtes folles de Clara Bow et ses plans à trois avec des hommes au hasard, et même une histoire troublante sur des rapports avec un chien aux acteurs enfants engagés dans le rituel à cause des studios. Voici 20 rumeurs désagréables de l'âge d'or. Hollywood. 1. C'est Fin mystérieuse de Thomas Innes. La raison du décès de Thomas est l'un des plus grands mystères de l'ère d'Hollywood, et personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Il avait organisé une fête et invité toutes sortes de dignitaires et de célébrités de tout Hollywood. Thomas Innes était un cinéaste populaire et le fondateur de Triangle Pictures, qui était plus tard connu sous le nom de MGM Studios. Innes a également fondé Paramount après avoir vendu Triangle Studios et traversé quelques années difficiles. C'est pourquoi il a décidé d'organiser une fête. Il voulait juste s'amuser, et son ami William Randolph Hearst pensait que c'était une idée splendide et lui a prêté son yacht privé. Innes a invité Hearst et d'autres personnalités, dont Charlie Chaplin, et il était déjà en route. Mystérieusement, dans la nuit de la fête, c'était si grave que Thomas Innes a dû être emmené à l'hôpital car il ne se sentait pas bien. Le yacht a accosté dans une ville voisine et Innes a été vu par le médecin. Ils disent qu'il a été libéré cette nuit-là et qu'on lui a dit de rentrer chez lui, mais plus tard, on a déclaré qu'il avait passé l'arme à gauche. Et les médecins proclamèrent que la raison de son décès était une maladie cardiaque. Innes avait été en bonne santé tous les mois précédant la fête. Pourtant, mystérieusement, après la fête, il perd la vie à cause d'une maladie cardiaque. Le public n'était pas convaincu. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il avait peut-être été empoisonné ou avait ingéré quelque chose de toxique. Mais ce n'était pas la pire des rumeurs. L'une des principales histoires qui a circulé après cette fête était que William Hearst avait surpris Charlie Chaplin en train de profiter de sa maîtresse. Et, de colère, il avait sorti son arme à feu et tenté de tirer sur Charlie, mais la balle avait raté et touché Thomas à la place. Mais le consensus était que Thomas avait été malade et que sa maladie l'avait finalement rattrapé. 2. Clara Bow était une nympho. Clara Bow était une présumée nymphomane à son époque sous les projecteurs. Elle était réputée prête à coucher avec n'importe quel homme ou femme, et même un chien, juste pour satisfaire ses désirs. Avec la rumeur la plus populaire étant qu'elle a satisfait toute une équipe de football intimement. Avant de rejeter ces histoires comme de simples balivernes hollywoodiennes, écoutez attentivement l'histoire de la Hit Girl. Avant de rejeter ces histoires comme de simples balivernes hollywoodiennes, écoutez attentivement l'histoire de la Hit Girl. Clara avait une secrétaire nommée Daisy DeVoe, et d'une manière ou d'une autre, elles se sont disputées. Alors Daisy a été renvoyée, mais elle n'avait pas l'intention de partir en bon terme. Daisy a fait avec une un collection de bijoux de Clara, des relevés bancaires, des factures, 16 000 $ du compte de Clara, et quelques documents personnels. Oh, mais ce n'est pas tout. Elle a fini par poursuivre Clara Bow pour paiement manqué et licenciement abusif. Des rumeurs sur les exploits licencieux de Clara ont été révélées lors du procès. Heureusement pour Clara, Daisy a été inculpée par le jury de 37 chefs d'accusation de vol qualifié, mais lorsque l'affaire a progressé vers le procès, beaucoup de documents personnels que Daisy avait pris ont été admis comme preuve. Ainsi, les informations privées de Clara ont été révélées au tribunal. Cette information a également été divulguée au public et les tabloïds se sont déchaînés, ce qui a freiné la carrière de Clara. Cela a même conduit à l'interdiction d'un des films de Clara en raison de la notoriété de l'affaire. À la fin, Clara n'était pas coupable de beaucoup des rumeurs qui ont été faites contre elle. Elle avait juste une terrible secrétaire. 3 films pour adultes avec Joan Crawford. Être une actrice en herbe à Hollywood à cette époque n'était pas facile, donc les acteurs en devenir devaient faire tout ce qu'ils pouvaient pour se retrouver devant la caméra. Avant que Joan Crawford ne devienne une superstar, elle a joué dans un film pour adultes dans les années 1920. Et comme nous l'avons déjà établi, Hollywood était beaucoup plus conservateur à l'époque. Donc le public avait une affinité pour détester quiconque impliqué dans de telles pratiques. Crawford a joué dans le film pour adultes softcore intitulé The Casting Couch, où elle incarnait une actrice prête à tout pour obtenir un rôle. Selon le Daily Mail, Joan Crawford a joué dans plus d'un film pour adultes à l'époque. En vérité, elle en a fait toute une série. Ils disent que lorsque sa mère l'a découvert, elle voulait expulser Joan de la maison.
Mais au moment où elle s'apprêtait à le faire, Joanne a obtenu un contrat pour un grand film avec les studios MGM. Crawford est devenue la bienfaitrice financière de sa mère et de son frère à partir de ce moment jusqu'à ce qu'elle finisse par rompre les liens avec eux. Mais l'histoire n'est pas finie. Au bout d'un moment, après avoir tourné quelques films à succès, elle aurait été victime de chantage par son propre frère. Il menaçait de révéler à la presse que Joanne Crawford avait autrefois été une star de films pour adultes, ce qui ruinerait son image. Joanne a donc été obligée de payer son propre frère. Cela s'est produit plus d'une fois, et avec une série d'autres maîtres chanteurs. Il a été découvert que l'actrice de Straight Jacket a payé jusqu'à 100 000 $ à ses maîtres chanteurs qui prétendaient avoir des séquences pouvant nuire à sa carrière. Quatrième, l'abus de Judy Garland. Vous avez probablement déjà entendu parler de Judy Garland. Elle était célèbre pour des films comme Le Magicien d'Oz original. Mais en toute sincérité, la façon dont elle aurait été traitée par Metro-Goldwyn-Mayer Studios est, pour le moins, déchirante. En grandissant, Judy avait une voix talentueuse, ce qui a conduit à sa découverte par un cadre de la MGM. Au début, personne ne se souciait de son apparence. Tant qu'elle pouvait chanter, c'était bien. Mais avec la montée des comédies musicales dans les années 40 et 50, et depuis le tournage du Magicien d'Oz, le studio a jugé préférable de maintenir le poids de Garland en utilisant des méthodes vraiment peu conventionnelles. MGM l'a mise au régime strict et lui a donné une multitude de pilules pour l'aider à perdre du poids, pour la forcer à dormir et même pour la réveiller. À l'âge de 16 ans, elle avait déjà un problème de dépendance. Elle était également soumise à un repas moins qu'idéal de soupe de poulet, café et cigarettes. Elle était censée fumer jusqu'à 80 cigarettes par jour, et cela a impacté sa santé. Ce qui est encore pire, ce sont les rumeurs selon lesquelles MGM scotchait sa poitrine qui ont commencé à tout comme des méthodes tentantes pour atténuer ses courbes parce qu'il voulait maintenir l'idée de son innocence. Elle a également été abusée intimement par le chef et cofondateur de MGM de l'époque, Louis B. Mayer, qui faisait partie de l'application de ces lois restrictions alimentaires. Heureux. À l'âge de 47 ans, Judy a trouvé la mort à cause d'une overdose de barbiturique sans avoir pu terminer ses mémoires qui auraient détaillé les expériences qu'elle a eues en tant qu'enfant star à Hopkins. Hollywood. 5. Marilyn Monroe et John F. Kennedy. De temps en temps, il y a des actrices dont la présence résume une époque à Hollywood, et l'une de ces actrices est Marilyn Monroe. Sa vie était pleine de scandales et de toutes sortes de vilaines rumeurs. Mais peut-être la plus notable d'entre elles était le fait qu'elle avait eu une liaison avec l'ancien président John F. Kennedy et son frère, Robert F. Kennedy, alias Bobby. On dit qu'elle a été présentée à JFK en 1954 par l'acteur Peter Lawford, et les deux ont entamé une liaison plutôt passionnée. Mais après que John F. Kennedy se soit lassé d'elle, il l'a passée à son frère, Bobby Kennedy. Et deux d'entre eux ont également commencé une liaison torride. À ce jour, cela n'a jamais été confirmé. Si cette liaison a eu lieu, certains témoins disent que l'implication de Marilyn Monroe avec les Kennedy était en effet mais en raison des affiliations politiques de John Fitzgerald Kennedy, cette nouvelle ne devait pas atteindre le public, et des dissimulations ont dû avoir lieu. Monroe a perdu la vie. À l'âge de 36 ans, en 1962, une overdose de Et barbiturique. cela a été décrit. Comme l'éventualité probable de son suicide. Mais beaucoup croient que c'était à cause de son implication avec les Kennedy. Les enquêteurs qui ont examiné la disparition de Monroe ont découvert que presque tous ceux qui étaient proches de Monroe avaient obtenu des emplois gouvernementaux de haut niveau dans les 6 mois suivant son décès. Cela a été considéré comme une dissimulation pour empêcher la relation de Marilyn Monroe avec JFK d'atteindre le public. 6. Howard Strickling était l'homme à consulter. Un fixeur était un mot fréquemment utilisé dans le vieux Hollywood. Il désigne toute personne qui résout les problèmes dans lesquels les acteurs et actrices se retrouvent et qui pourrait nuire à leur image ou à celle de tout studio avec lequel ils travaillaient. Howard Strickling était l'un de ces fixeurs. Il était le chef de la publicité pour les studios MGM et la personne de référence pour de nombreux problèmes. Mais ce pourquoi il était le plus connu, c'était sa spécialisation dans les avortements. Il était pour connu avoir pratiqué des avortements sur des pour actrices. les avortements. Les avortements étaient illégaux pendant la plupart des années 1900. Pourtant, c'était une norme culturelle dans le vieux Hollywood. Les dames se faisaient avorter presque autant qu'elles tournaient des films. C'était considéré comme une nécessité.
On disait que si vous vouliez avoir un avortement discret, il vous suffisait d'appeler Howard Strickling et il s'en chargerait. Maintenant, bien que cela puisse ne pas sembler être un gros problème pour certains dans le climat d'aujourd'hui, après tout, beaucoup de femmes choisissaient d'aller le voir pour résoudre ce prétendu problème. C'était leur choix. La rumeur dit que parfois Howard ignorait complètement les choix des femmes. C'est exact. Howard a forcé certaines actrices à avorter parce que le fait d'avoir un enfant serait mauvais pour les affaires. Des noms comme Jean Harlow, Judy Garland et Bette Davis ont été impliqués dans des avortements strictement imposés. 7. Le procès Fatty Arbuckle. Certains hommes ont vu leur carrière ruinée en raison des rumeurs propagées à leur sujet. Roscoe Fatty Arbuckle était l'une de ces personnes dont la carrière a été ruinée par des allégations mensongères. Il était une star du cinéma muet jusqu'aux années 1920 et avait signé l'un des plus gros contrats à Hollywood de l'époque avec un grand studio. Mais lors d'une célébration de son succès évident, Roscoe a trouvé une actrice gravement malade du nom de Virginia Rupp. Dans sa chambre, elle a ensuite été vue par un médecin qui a attribué sa maladie à une consommation excessive d'alcool. Elle est décédée quelques jours plus tard à cause d'une vessie éclatée et Roscoe Fatty Arbuckle a été arrêté pour être responsable de sa disparition. L'affaire a été portée en procès et toutes sortes de faux témoignages ont été présentés au tribunal affirmant qu'Arbuckle avait forcé Virginia Rupp et qu'en raison de sa forte corpulence, il avait rompu sa vessie. Cela a été prouvé faux par la suite, comme c'était courant parmi les actrices d'Hollywood à l'époque. Virginia Rupp a été connue pour avoir plusieurs avortements et sa forte consommation d'alcool avait aggravé ses blessures internes. Arbuckle avait simplement été accusé à tort et il a reçu des excuses formelles de la part du juge et du système judiciaire pour le traitement qu'il avait subi. Mais à ce moment-là, l'image publique de Fatty Arbuckle avait déjà été déformée et certains disent que sa carrière ne s'en est jamais remise. 8. Le divorce de Natalie Wood. Nathan Woods est l'une de ces stars qui a affronté de nombreuses difficultés en raison de sa carrière. Une des rumeurs désagréables largement répandues à propos de Natalie Woods était le fait que sa mère était extrêmement abusive envers elle. Et cette ligne de conduite abusive a conduit à la dissolution de son mariage avec Robert Wagner en 1961. Il a été allégué que Natalie est rentrée chez elle un jour dans leur maison à Beverly Hills et elle a trouvé son mari ayant des séances intimes avec un autre homme. Maintenant, les temps sont un peu différents d'autrefois. Si une telle chose avait été révélée, eh bien cela aurait été extrêmement préjudiciable à la carrière de Robert. Donc, Natalie il a été dit qu'elle a pris la voie la plus honorable. Le blâme pour le divorce avec les tabloïds affirmant qu'elle avait eu une liaison. Et c'était Raison de la séparation soudaine. Natalie avait été élevée par sa mère, Maria, pour être passive et soumise la plupart de sa vie. Maria avait une certaine obsession pour faire de sa fille une star de cinéma. Alors elle a tout fait pour rendre sa fille célèbre. Il est dit que sa mère la prostituait à des hommes plus âgés en échange de rôles dans des films, y compris à Frank à l'âge de 50 ans. Et Nicholas Ray, âgé de 42 ans, juste pour obtenir un rôle dans un film. En raison de son éducation, Natalie Woods a grandi sans pouvoir s'exprimer pour elle-même. C'est pourquoi on a constamment profité d'elle. 9 Errol. Flynn. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, un acteur australien comparaît devant un tribunal américain faisant face à des accusations de pédophilie. Errol Flynn était un héros d'action du vieux Hollywood qui était accusé d'avoir eu des relations forcées avec une jeune fille de 17 ans et une de 15 ans. L'idée générale était qu'Errol avait l'habitude de droguer les boissons de jeunes actrices montantes et ensuite d'abuser d'elles. Les accusations ont été portées contre lui par Betty Hanson et Peggy Satterley et elles ont présenté leur dossier à un procureur. Le procureur a reconnu que la célébrité de Flynn jouerait dans l'affaire. Alors il a fait la chose suivante. La majorité des jurés étaient des femmes et ont essayé de présenter un cas définitif. Mais Errol avait un atout dans sa manche. Il a engagé l'un des plus grands avocats réparateurs d'Hollywood, Jerry Gisler, et lorsque le procès a commencé, Jerry a bombardé Betty et Peggy de questions qui ont fait pencher l'affaire en leur faveur. Errol Flynn a été acquitté de toutes les accusations et l'affaire a été classée. Le plus drôle, c'est que beaucoup croient qu'Errol était coupable, mais c'est grâce à son influence qu'il a pu obtenir un procès aussi favorable. Dix. Olive Thomas s'est suicidée. Nous entendons beaucoup d'histoires d'acteurs et d'actrices responsables de leur propre mort, mais le cas d'Olive Thomas était l'un des plus étranges.
Thomas était un mannequin et une actrice en vue à son époque, et elle était connue pour poser sans vêtements dans de nombreuses séances. Disons simplement qu'elle était populaire parmi la compagnie des hommes. Elle avait eu une série de mariages et d'aventures avec quelques gars, mais elle s'est finalement installée avec l'acteur Jack Pickford, et ils avaient une relation assez marquante. Pickford était aussi un vrai donchant, et il était dit qu'il avait contracté la syphilis, ce qui lui causait des plaies chroniques, et Thomas était au courant. Le couple avait décidé de partir en vacances en raison de leurs emplois du temps chargés. Alors ils ont réservé un hôtel à Paris. Le 25 septembre 1920, le couple s'est retiré pour la nuit. Et avant de se coucher, Olive Thomas a accidentellement ingéré un bichlorure de mercure, une solution médicinale prescrite à son mari Pickford pour traiter les plaies dues à sa syphilis. Elle est décédée peu de temps après. Les autorités ont supposé qu'elle l'avait confondu avec de l'eau ou un somnifère. Et au moment où elle a réalisé ce que c'était, il était trop tard. Les tabloïds avaient une autre version. Ils disent qu'Olive Thomas en avait assez des infidélités et des abus de substances de son mari. Alors elle a décidé de mettre fin à ses jours. Ce qui est encore pire, c'est que certains disent que son mari Pickford l'a empoisonné pour toucher son assurance. 11. La querelle entre sœurs d'Olivia de Havilland et Joan Fontaine. En ce qui concerne les querelles, Olivia de Havilland et Joan Fontaine ont eu l'une des plus notoires dans l'histoire de l'ancien Hollywood. Étrangement, la rivalité a commencé à la naissance. Olivia et Joan étaient des sœurs ayant 15 mois de différence, et elles partageaient une chambre en grandissant. Depuis lors, on pense qu'elles se sont constamment disputées. Enfant, elles se bagarraient, se tiraient les cheveux. À un moment donné, Olivia a même fracturé la clavicule de Joan. Un accident est survenu parce que Joan avait tenté de noyer Olivia. Joan a même admis qu'elle avait en fait prévu de tuer Olivia quand elles étaient enfants. Ce qui est une pensée effrayante à imaginer. Mais peut-être que le plus troublant de tout leur combat et moment de riposte fut ce qui s'est passé aux Oscars. Olivia et Joan étaient devenues des actrices extrêmement réussies et avaient toutes deux obtenu une nomination aux Oscars. Le seul problème était qu'elles étaient toutes deux nommées dans la même catégorie. Et Joan a remporté l'Oscar. Elle a remarqué qu'elle avait l'impression qu'Olivia allait traverser les gradins pour l'étrangler. Olivia a remporté un Oscar plus tard, mais à ce moment-là, elles ne se parlaient plus. C'était tellement grave que Joan ne savait même pas quand leur mère était décédée parce qu'elle était en tournée. Elle aurait même pu manquer la cérémonie commémorative, mais elle a réussi à y assister. Et certains disent qu'elle et Olivia ne se sont même pas adressé la parole. Joan est décédée à l'âge de 96 ans. Et elle a déclaré qu'Olivia allait la détester pour cela parce qu'elle avait toujours été la première en tout. Elle s'est mariée la première, elle a été la première à gagner un Oscar, à avoir des enfants, et maintenant elle était la première à quitter cette terre. Mais ce qui est drôle, c'est qu'Olivia a vécu jusqu'à l'âge de 104 ans, et elle disait continuellement qu'elle et Joan Fontaine n'avaient jamais eu de querelle. 12. Le décès de Carl Switzer. Carl Switzer était surtout connu pour son rôle dans la série de courts-métrages connue sous le nom de Our Gang, où il jouait le rôle principal d'Alfalfa. Il était également un éleveur de chiens assez habile, et cette compétence a finalement conduit à sa perte. Après avoir traversé une période de déclin en tant qu'acteur, il a décidé de dresser un chien pour un homme connu sous le nom de Moses Samuel Bud Stilts. Le chien de Stilts s'était enfui sous la garde de Switzer et Stilts avait exigé que Switzer retrouve le chien ou lui paie une valeur équivalente. Switzer a réussi à retrouver le chien, mais il a dépensé environ $50 pour le faire, ce qui équivaut à environ $500 de nos jours. Carl Switzer a décidé qu'il devait être remboursé pour tout le stress et l'argent qu'il avait dépensé. Rappelez-vous, cet homme était un acteur en difficulté. Alors, il va confronter Stilts chez lui, accompagné de son ami, Jack Poy. Switzer et Stilts se sont battus, et selon Stilts, Switzer l'a menacé avec un couteau. Donc, il a été contraint de sortir son arme à feu. Switzer s'est battu avec lui et a presque tiré sur le beau-fils de 14 ans de Stilts, Tom Corrigan. Et dans un moment de légitime défense, Stilts a tiré sur Switzer à l'aine et il est décédé peu après en raison d'une hémorragie interne. Corrigan a donné une version très différente. Il a dit que oui, Switzer était entré chez eux dans une rage alcoolisée et une bagarre avait éclaté.
Quand Stiltz a sorti son arme à feu, Switzer a dit à Poète qu'il devait partir. Et quand ils se sont retournés pour partir, Stiltz a tiré sur Switzer, mettant fin à sa vie. L'affaire a été jugée comme de la légitime défense, mais le beau-fils de Stiltz admet que son beau-père avait intentionnellement tué Switzer. 13. Le triangle amoureux de Janet MacDonald avec Nelson Eddy, Louis B. Mayer. Janet MacDonald et Nelson Eddy ont une de ces histoires d'amour qui sont déchirantes et incroyables à imaginer comme quelque chose qui s'est réellement produit. Ils étaient tous deux connus pour apparaître à l'écran dans différents types de comédies musicales, du moins au début de leur carrière. Et comme cela a tendance à arriver à Hollywood, ils tombent amoureux. Une romance naît du grand écran, et ils sont très heureux. Mais quelques personnes n'étaient pas très contentes de cela, plus particulièrement M. Louis B. Mayer, le directeur de MGM à l'époque. Mayer s'inquiétait de l'impact que la relation pourrait avoir sur leur carrière, en particulier celle de Janet, donc il n'était pas en faveur de leur relation et a activement essayé de la saboter. Un peu de temps après, Janet est tombée enceinte du bébé de Nelson, et Louis l'a forcée à avorter, parce qu'Hollywood à l'époque était assez conservateur. Et avoir un enfant hors mariage ne serait pas bon pour les affaires. Alors il a menacé de les mettre sur liste noire s'ils décidaient d'avoir un enfant. Janet a cédé à la pression et a essayé de se faire enlever le bébé au grand mécontentement d'Eddy. Mais, à l'insu de tous, elle a fait une fausse couche, mais ils ont tous pensé que c'était un avortement. Nelson l'a quittée à cause de cela, et Mayer a utilisé ce fait comme levier pour la piéger dans plus de contrats de films, et il a tout fait pour les garder séparés. En envoyant des menaces à Eddy et même en endommageant sa voiture, Louis B. Mayer était vraiment un super vilain dans l'industrie. On dit que lorsque Louis B. Mayer a cassé sa pipe, l'affluence à ses funérailles a été massive, et les journalistes ont pensé que cela signifiait qu'il était un homme aimé. Jusqu'à ce qu'une personne commente qu'il voulait juste s'assurer que ce con était vraiment parti. Cela devrait donner une idée de son caractère. 14. Possible coprophagie de Charles Laughton. Scotty Bowers était un proxénète célèbre bien connu à Hollywood. C'était le type vers lequel les célébrités se tournaient quand elles avaient besoin de satisfaire leurs désirs intimes les plus inhabituels, donc Bowers fournissait des personnes pour répondre à ses besoins, peu importe à quel point la demande était bizarre ou insensée. Dans ses mémoires, il parle de la façon dont le lauréat d'un Oscar, Charles Laughton, l'a engagé pour obtenir un jeune homme, afin qu'il puisse avoir une session intime avec lui lorsque sa femme était absente, sauf qu'il n'avait aucune idée de ce que Laughton avait en tête. Quand ils sont arrivés à la maison, Scotty était avec le jeune homme comme demandé. Quand ils ont tous fait connaissance, Laughton sort un morceau de pain, prend la laitue et les tranches de tomates, puis sort un pot et dit au jeune homme d'aller dans sa salle de bain avec lui. Et ils sont partis pendant quelques minutes. Quand ils sont revenus, le sandwich de Laughton était très différent. Maintenant, il était nappé d'une pâte suspectement marron. Selon Bowers, l'homme qui était allé dans la salle de bain avec Charles pointe l'assiette puis tapote son derrière. Alors, tout s'est éclairé. C'était ces excréments qui étaient la tartinade que Laughton avait utilisée sur son sandwich. Et puis Laughton a mangé le sandwich devant eux deux. C'est tout simplement dégoûtant. William Taylor a été assassiné par la mafia. Le 1er février 1921, après avoir passé quelque temps avec sa petite amie, Mabel Norman, le corps sans vie de William D. Taylor a été retrouvé dans le salon de son bungalow à Westlake, Los Angeles. Mais les conséquences de sa disparition étaient préoccupantes. Le jour où son corps a été trouvé, une foule s'était rassemblée dans son appartement. Et un homme louche qui disait d'être médecin est venu examiner son corps et a déclaré à tout le monde que Taylor était décédé d'une hémorragie gastrique. Puis le médecin a disparu. Lors d'une analyse plus poussée du corps, il fut découvert que Taylor avait trouvé la mort à cause d'une blessure par arme à feu. Sa petite amie, Mabel Norman, était une suspecte principale. Mary Miles Minters, une femme qui avait une obsession pour Taylor. Des cheveux ont été trouvés sur la scène. Edward Sands, un ancien employé de Taylor qui lui avait volé 5 000 $, était également un suspect principal. Mais l'enquête sur l'affaire a rendu cela encore plus suspect. Car seulement une semaine après que la police enquêtant, on leur a dit de laisser tomber l'affaire. Mais l'intrigue se complique. Car beaucoup de gens croyaient en fait que Taylor avait été éliminé par la mafia. Apparemment, il avait été très vocal sur sa position contre l'abus de substances, surtout sur les plateaux de tournage.
Il a tout fait pour s'assurer que ces substances illégales n'étaient pas présentes sur les plateaux de cinéma. Et il a exposé un réseau criminel de trafic illégal au FBI. Comme vous pouvez l'imaginer, les mafieux n'étaient pas très contents de cela, alors ils l'ont fait disparaître. Et en utilisant leur connexion avec la police et les grands studios d'Hollywood, ils ont étouffé l'affaire. Et ce camouflage a conduit à l'un des premiers mouvements anti-Hollywood de l'histoire. 16. Maureen O'Hara se fait prendre. En 1957, Confidential Magazine a publié un article qui disait que Maureen O'Hara, star de films tels que The Quiet Man et McClintock, a été expulsée d'un cinéma pour avoir eu une séance amoureuse publique avec quelqu'un. Confidential Magazine était un peu comme le TMZ du vieux Hollywood, où il publiait des histoires montrant les stars dans des moments pas très glorieux. Et c'était l'âge d'or d'Hollywood et conservateur. Les gens O'Hara était célibataire à l'époque, et elle était une candidate dévote. athlètes. Donc avoir une histoire qui sort où l'on vous décrit dans une telle situation inappropriée, Soit un comportement en allait public être nuisible à votre carrière. O'Hara était donc compréhensiblement consternée. Elle a donc fait la chose suivante. Elle a poursuivi le magazine Confidential pour diffamation et pour avoir répandu de fausses rumeurs à son sujet. O'Hara a même dû fournir son passeport au tribunal pour prouver qu'elle n'était même pas dans le pays. Et pendant le temps de l'affaire présumée, elle était ailleurs en train de tourner le film Feu sur l'Afrique. L'affaire a finalement été réglée, et Confidential Magazine a eu une série d'accusations criminelles portées contre lui. Ils ont donc dû déclarer formellement qu'ils n'allaient publier aucune histoire concernant des célébrités. Confidential Magazine avait essayé de régler chaque cas avec leurs accusateurs hors du tribunal, mais O'Hara a refusé, et elle était l'une des rares témoins prêtes à témoigner contre l'organisation. 17. L'affaire entre Greta Garbo et Marlène Dietrich. Comme nous l'avons déjà établi, les querelles étaient courantes à l'âge d'or d'Hollywood, et il y avait quelques actrices qui avaient une querelle, à savoir Greta Garbo et Marlène Dietrich. Mais la rumeur dit que ces deux-là ont eu une liaison ensemble. L'amour tabou était quelque chose de fortement désapprouvé à cette époque, donc une femme étant intime avec une autre femme était quelque chose qui aurait pu être potentiellement dommageable pour elles deux. De manière intéressante, il a été affirmé que Greta Garbo était tombée amoureuse de Marlène Dietrich, mais Marlène ne la voyait que comme une simple aventure et rien de plus, au point qu'elle a commencé à répandre des commérages à son sujet. On dit qu'en raison de cette évolution, Greta Garbo a exigé un secret absolu de toutes ses futures amantes et a également demandé à Dietrich de garder le silence. À ce jour, la validité de ces affirmations est toujours remise en question. Les deux ont nié se connaître. Cette histoire a été popularisée par Diana McClellan Écrit le livre Fille. La Sappho va à Hollywood et là-bas, elle décrit un réseau complexe de lesbianisme et d'amantes partagées entre les deux. Roman Polanski fuit le pays. Alors ce type, Roman Polanski, avait un problème sérieux. En 1977, il a été accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une fille de 13 ans, ce qui a conduit à son arrestation. À l'époque, 6 chefs d'accusation pesaient contre lui. Polanski a plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation. Donc son avocat avait réussi à négocier un accord de plaidoyer qui porterait sur 5 de ces chefs Ou d'accusation. simplement laisser tomber. Mais d'une manière ou d'une autre, une rumeur selon laquelle le juge n'allait pas honorer son accord de plaidoyer et allait le condamner à 50 ans de prison est parvenue à Polanski. Alors il a pris des mesures drastiques. Il a fui. Le jour de son procès, Polanski a pris un vol pour Londres, et de là, il s'est installé en France. Et comme il était citoyen français, il a bénéficié de la protection contre l'extradition, donc il a vécu en France depuis lors. Roman Polanski est apparu sur la liste des personnes les plus recherchées par Interpol en 2009 lorsqu'il a visité la Suisse, et il a passé 2 mois à Zurich où il a été temporairement assigné à résidence. Il a été déclaré homme libre, à la grande consternation du gouvernement américain. Et depuis, il vit en France et il quitte à peine le pays. 19. L'affaire entre Elizabeth Taylor et Eddie Fisher. S'il y a une actrice qui n'a pas été bien traitée par les hommes de l'industrie cinématographique pendant l'époque de l'âge d'or d'Hollywood, ce serait Debbie Reynolds. D'abord, elle est agressée ouvertement par Gene Kelly,
Puis elle subit l'un des pires traitements qu'une femme puisse recevoir de son mari, Eddie Fisher. Fisher et Reynolds se sont mariés en 1955 et ont eu 2 beaux enfants, dont Carrie Fisher. Oui, c'est la Carrie Fisher de Star Wars. Avant leur mariage, Reynolds et Elizabeth Taylor étaient amis d'enfance, bien avant qu'elle ne devienne célèbre. Mais en apprenant qu'Elizabeth Taylor a perdu son 3e mari, Mike Todd, lors d'un accident d'avion, Eddie Fisher, qui était un ami proche de Todd, serait allé aux côtés de Taylor pour la consoler et ils ont commencé une liaison. Les tabloïds se sont régalés de cette nouvelle. Elizabeth Taylor a été qualifiée de briseuse de ménage et peu de temps après, Eddie a divorcé de Reynolds et l'a quittée, elle et leurs 2 enfants. Fisher et Taylor se sont mariés peu après, et il est allégué qu'elle l'a seulement épousé à cause de son chagrin. Après cela, elle a commencé une autre liaison avec l'acteur gallois Richard Burton, et elle a divorcé de Fisher le 5 mars 1964, et elle a épousé Burton 10 jours plus tard. Chose curieuse, Elizabeth Taylor a eu environ 8 mariages avant de décéder à l'âge de 79 ans en 2011. 20. Jackie Coogan poursuit ses parents. Vous allez entendre l'histoire qui a initié la California Child Actors Bill, également connue sous le nom de loi Coogan. Voyez-vous, Jackie était un enfant acteur en vue. Il avait travaillé dans des films majeurs comme Le Kid, avec Charlie Chaplin. Il a été rapporté qu'il avait gagné un total de 4 millions de dollars, ce qui aurait été entre 40 à 50 millions dans les temps d'aujourd'hui. Avant ses 21 ans, les biens de Coogan étaient finalement gérés par son père, John Henry Coogan Jr., qui est décédé dans un accident de voiture dont Coogan était le seul survivant. Quand il a eu 21 ans, Coogan s'attendait à prendre le contrôle de ses actifs. Mais au moment venu, il a été révélé que sa mère et son futur beau-père avaient dilapidé la plupart de ses fortunes en manteaux de fourrure, voitures et toutes sortes de parures coûteuses, ce qui a poussé Jackie Coogan à poursuivre sa mère et son beau-père. La rumeur dit que sa mère prétendait que Jackie n'avait droit à rien, car il ne savait pas qu'il jouait quand il était jeune, ce qui n'a absolument aucun sens. Jackie a finalement gagné le procès, mais ce qui restait de ses gains n'était que de 250 000 $, et il a reçu une somme de 126 000 $ après la conclusion du procès, ce qui est franchement très triste. Mais c'est cette situation particulière qui a conduit à la création de la loi sur la protection des enfants acteurs, garantissant que ces jeunes talents aient au moins 15% de leurs gains mis de côté pour les protéger contre l'utilisation abusive de leurs revenus par les parents. Je suppose que le vieux Hollywood est plein de rumeurs controversées, et que cela nous plaise ou non, elles ont façonné l'histoire de Hollywood de plusieurs façons.